mais vous pourrez discuter à l'issue de cette matinée avec nos différents intervenants. Je vais appeler tout de suite nos deux expertes dont je vous parlais tout à l'heure, Constance Chenel et Mathilde Renaud-Tinacci, qui me rejoignent sur scène et que j'invite à s'asseoir. Voilà, Mathilde arrive aussi. Alors, elles travaillent toutes les deux à l'INJEP. L'INJEP, c'est l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Merci à vous deux d'être là. Elles ont toutes les deux travaillé, elles aussi, sur le mécénat de compétences ou les différents modèles associatifs, et vous allez nous dire effectivement comment vous avez travaillé, comment vos travaux font écho à notre étude sur le mécénat de compétences à impact. Voilà, c'est le moment des paroles d'expertes. Bonjour à tous et merci à l'Alliance pour l'invitation à donner un petit peu le regard en fait sur l'étude et tout ce qui a été présenté depuis ce matin qui était particulièrement intéressant. L'INJEP s'est intéressé depuis 2019 à la question du mécénat de compétences par une première enquête qui était ciblée sur les motivations dans le dispositif du mécénat de compétences des collaborateurs et puis les effets qu'ils en retiraient en termes de carrière professionnelle et carrière d'engagement. C'est quelque chose qu'on avait interrogé pour montrer qu'il y avait 2/3 à peu près du corpus, donc des collaborateurs qui poursuivaient en bénévolat. C'était quelque chose, et donc ça fait écho à ce qui a été dit tout à l'heure lors de la table ronde. Et puis une deuxième recherche qu'on a menée plus récemment à partir de 2022, début 2022, où en fait on a une enquête Quanticali où on a finalement interrogé en entretien semi-directif 92 alors ou salariés ou collaborateurs ou administrateurs dans les associations. On a été observé aussi 17 établissements ou associatifs ou associations un petit peu partout en France, et on avait un questionnaire où on a eu à peu près 800 associations répondantes, avec l'idée en fait d'interroger les conditions en fait de mise en place du mécénat de compétences dans les associations, l'accessibilité aussi du dispositif de mécénat de compétences pour le secteur associatif au sens large, et puis en fait ce que finalement on retirait les associations en questionnant très largement ce que ça avait comme impact en termes de partenariat, en termes de modèles socio-économiques et en termes de gouvernance, donc avec un certain nombre de résultats, et heureusement qui font écho à tout ce qui a été dit par Kimso ce matin. Donc peut-être un résultat qui me semble intéressant, parce que finalement ça a été peut-être un peu esquissé, c'est sur la question des modèles socio-économiques. Alors on a tendance nous à appréhender les modèles socio-économiques associatifs sous 3 angles, c'est-à-dire en prenant en compte les ressources financières, donc monétaires, mais aussi en prenant en compte les richesses humaines, donc tous ceux qui composent et font vivre l'activité associative, et puis les alliances, donc la façon dont une association peut tisser des liens sur un territoire par exemple avec des partenaires, et tout ça on l'intègre nous dans le modèle socio-économique, et on a été regarder qu'est-ce que le fait mécénat de compétences à ce fameux modèle socio-économique. Alors, je vais peut-être vous décevoir, mais il y a finalement peu d'effets, mais je vais le reformuler autrement, peu d'effets directs. En fait, il y a des effets indirects qui passent surtout par le réseau social, et donc plutôt la question des alliances. Et on se rend compte que, par exemple, une association qui va faire appel au mécénat de compétences va pas forcément avoir plus de fonds ou plus de mécénat, à de rares exceptions financiers par les entreprises, mais qu'elle va avoir l'information ou l'accès à des fonds de dotation, à des appels à projets publics, et l'information va généralement être transmise par l'entreprise elle-même qui a la personne en mécénat de compétences, et donc on a un système comme ça de prolongement de réseau qui va favoriser le modèle socio-économique associatif. Et donc finalement on voit bien que c'est pas forcément par les ressources financières que ça va enrichir le modèle socio-économique, mais plutôt par le système des alliances, et c'est très important pour le développement en fait d'une association. Et je vais te laisser la parole, Constance. Oui, merci beaucoup pour l'invitation aujourd'hui. 2 derniers points pour terminer cet écho qu'on fait au résultat de l'étude Kimso, Alliance Mécénat de compétences Pro Bono Lab. Un premier point, notamment sur l'apport de compétences. Et ça se voit tout à fait dans les témoignages qu'il y a eu aujourd'hui, notamment celui de Vincent Berthoud, je ne veux pas me tromper sur votre prénom. Vous parliez justement en tant que salarié volontaire d'un apport de structuration pour l'association dans laquelle vous êtes, et en même temps aussi d'un apprentissage de votre part de nouvelles activités et d'une acculturation en quelque sorte avec de nouvelles façons de faire. Premier point, effectivement, nous ce qu'on voit, c'est un véritable intérêt des associations pour le mécénat de compétences
pour cet apport en structuration, en développement. En fait, c'est assez paradoxal de voir quand on rencontre les associations et les salariés volontaires, notamment dans le cadre des missions de longue durée, que les termes de management, de gestion de projet reviennent pas tant que ça. Et pourtant, c'est ces compétences-là, en fait, qui sont véritablement recherchées. Si un cadre d'une grande entreprise peut arriver dans une association dont il ne connaît pas la cause, les projets en détail, mais apporter des éléments pour l'association, c'est justement parce qu'il a une expérience de gestion de projet, de management qui est duplicable en quelque sorte. Et c'est ces compétences-là qui sont la plupart du temps recherchées et valorisées. Là où, en revanche, la duplicabilité, si je puis dire, de l'expérience d'un cadre d'entreprise n'est pas automatique dans une association, c'est dans le fait qu'il ne faut pas oublier tout ce qu'un salarié ou une salariée doit apprendre lorsqu'il arrive dans l'association. On a eu le témoignage donc de l'ascenseur aujourd'hui. Je prends l'exemple justement du coup des associations d'égalité des chances. Intégrer ces associations-là, ça suppose de s'acculturer, se socialiser à une cause, à un projet. Et cette cause, en fait, c'est pas la même selon l'association d'égalité des chances dont on parle. La conception des inégalités, la manière d'y répondre sera pas la même, et les outils non plus. Et donc, les salariés volontaires apprennent en fait tout un tas de choses dans ces associations. Ils apprennent une cause, ils apprennent des outils pour, par exemple, faire du mentorat, faire de l'animation dans les associations. Et puis, ils parfois peuvent être un petit peu désajustés sur des réflexes. Et typiquement, parfois, on a j'ai le cas d'une association en tête, par exemple, où le salarié volontaire est très bien intégré, les choses se passent extrêmement bien. Par contre, sur le recrutement d'une stagiaire, il y a un petit couac parce que le salarié volontaire fait ce que l'association considère être du jugement au diplôme, et donc du coup il faut accompagner à ce moment-là le salarié volontaire pour lui faire entendre qu'on ne va pas accueillir en entretien une seule personne qui est celle qui a le diplôme le plus élevé, mais plusieurs. Donc voilà un petit exemple, mais qui montre que il y a une acculturation aussi à se faire, que du coup les salariés volontaires apprennent beaucoup, je crois, et c'est ressorti dans votre étude et dans les témoignages aujourd'hui dans les associations. Et donc du coup, ça souligne aussi ce que les entreprises peut-être peuvent avoir à gagner, à échanger via le mécénat de compétences avec les associations. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Merci Constance, merci Mathilde. Où est-ce qu'on retrouve vos études ? Alors, peut-être pour le dire, alors on a évidemment sur le site de l'INJEP, vous pouvez les télécharger. Alors, la précédente étude de 2019-2020, vous avez le rapport si vous avez très, très envie de vous atteler à la lecture d'un rapport de 160 pages. Sinon, évidemment, vous avez des 4 pages, donc des formats beaucoup plus accessibles. Vous avez l'ensemble des effets pour les collaborateurs sur un format 4 pages. Et puis, à venir, bientôt, c'est la nouvelle enquête qu'on aura normalement à la rentrée 2023 sous 3 formats recto verso, 4 pages et rapport, si encore une fois vous avez envie de lire pendant à la rentrée scolaire. Je suis pas sûre que ce soit le meilleur moment, mais ou sur la plage. Mais sur la plage, du coup, ce sera un peu. Si vous partez en vacances en septembre, n'hésitez pas à l'amener sur la plage. Voilà. Bon, merci beaucoup à toutes les deux. Merci pour ce partage.